déjà. Un grand merci pour votre présence au sixième colloque de CDP Enfance. Vous êtes assez nombreux cette année, on en est ravis, à la fois dans l'amphi et en visioconférence. Il y a également beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits et c'est aussi un choix de l'association de permettre aussi aux jeunes de pouvoir réfléchir à ces questions-là, parce qu'on ne peut pas dire que notre génération et les générations précédentes aient particulièrement brillé sur la protection de l'enfance. Donc, je pense que les nouvelles vont pas avoir trop de difficultés à faire mieux. Euh, un grand merci aussi à Sorbonne Université qui nous permet d'organiser ce type d'événement depuis plusieurs années maintenant. Merci à Stéphane Régnier, doyen de la faculté des sciences et de l'ingénierie. Merci aux appariteurs et au PC Sécurité. J'ai une petite liste de remerciements, hein. J'ai toujours l'impression d'être au César, là, mais bon. Merci à tous les intervenants qui sont venus, pour certains d'entre eux, d'assez loin et qui pourront nous faire l'honneur de participer à cette journée de réflexion. Un merci tout particulier aux membres du conseil d'administration qui, ce colloque n'existerait pas sans un réel travail d'équipe. Et personnellement, je ne changerais pas mon équipe contre n'importe quelle autre. C'est bon, un peu le Real Madrid de la protection de l'enfance. Et un grand merci aussi à alors, les administrateurs, bien entendu, parce qu'il y en a certains qui sont là depuis le début, c'est-à-dire depuis 10 ans, et qui interviennent bénévolement pour l'association. Et puis cette année, on a pas mal de bénévoles qui nous ont rejoints et qui nous ont beaucoup aidés, non seulement au cours de l'année, mais aussi pour la préparation de ce colloque. Et leur rapport a été extrêmement précieux. Quelques consignes rapides. Alors déjà, vous avez à l'entrée des plaquettes de l'association et des feuilles blanches aussi, s'il y en a certains qui veulent prendre des notes et qui ont oublié de prendre des feuilles. Je vous rappelle aussi qu'il est interdit de manger dans l'amphi, donc on aura des périodes de pause où on pourra se restaurer dans le patio à côté. Pour ceux et celles qui ont besoin d'une attestation de présence, vous pourrez envoyer un mail à CDP Enfance et l'attestation sera adressée en retour. Et puis pour les personnes qui nous suivent en visio, il y a un chat avec la possibilité de poser des questions. On essaiera d'en faire remonter certaines lors des paroles à la salle. Alors oui, il y a certaines personnes qui se sont connectées en vidéo, mais qui n'ont pas forcément mis l'identité, leur identité lorsqu'ils sont inscrits. Et du coup, il y a des difficultés pour vérifier. Donc, il faudrait qu'ils puissent mettre exactement le nom qu'ils ont utilisé au moment de l'inscription pour qu'on puisse valider leur entrée. Alors, le sujet de cette journée, c'est la justice est-elle maltraitante avec les victimes? Euh, on a eu pas mal de retours sur les réseaux sociaux et de façon quasi unanime, la réponse a été plutôt oui. Euh, mais on ne va pas forcément s'arrêter là. C'est vrai que le rôle de la justice, ça devrait être de préserver la vie en société, de protéger les plus vulnérables et de condamner les interdits. Et on se rend compte que cette mission, elle n'est pas souvent remplie. Il y a de multiples exemples qui pourraient être donnés par les professionnels de terrain, qu'ils soient avocats, psychologues, à n'importe quel titre d'intervention. Nous, on a eu par exemple l'expérience il y a quelques temps, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines en fait, d'une jeune de 19 ans qui avait été victime de violences sexuelles, qui avait déposé plainte. Et le procureur de la République l'a appelé. Alors déjà, c'est un peu exceptionnel qu'ils appellent. En principe, on n'a pas souvent d'appels téléphoniques.
Mais elle l'a appelé pour lui dire bah, votre plainte est classée sans suite et maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, ce type d'appel téléphonique, déjà, quand le parquet appelle la victime, l'idée de cette préconisation-là, c'était pas tellement de tenir ce genre de discours, surtout qu'il est faux juridiquement, et on va y revenir. Mais ce genre d'appel téléphonique, c'est une nouvelle violence faite à la victime. Lorsque un juge d'affaires familiales reproche à une maman de continuer à être inquiète pour son enfant alors qu'il y a eu un classement sans suite, non seulement c'est faux juridiquement, mais c'est une nouvelle violence faite à la victime, et là, en l'occurrence, aux parents protecteurs. Moi, j'ai eu le cas également d'une juge d'affaires familiales sur Paris. Il y avait une procédure qui était en cours contre le père du coup, de la jeune fille, et le père était sous le coup d'une instruction pour tentative d'homicide sur sa fille avec une arme à feu. Et la première réflexion que la juge aux affaires familiales a fait en voyant arriver le père dans le cadre de la procédure de divorce, pour décrire un peu le personnage, le père avait dit à son épouse, si tu demandes le divorce, tu sortiras pas vivante du tribunal. Lorsqu'il est arrivé à l'audience, la première réflexion de la juge d'affaires familiales a été de dire, oh, bah, il a pas l'air bien méchant. Donc, ce victime. À chaque fois qu'il y a un service social, et ça arrive assez souvent malheureusement, confond des situations de violence et des situations de conflit parental, ce sont des nouvelles maltraitances faites à l'enfant et aux parents. Évidemment, apporte l'agresseur ou de transférer la résidence chez l'agresseur, c'est évidemment une maltraitance insupportable faite à l'enfant, mais c'est nier son méta-besoin de sécurité. Méta-besoin, ça veut dire que l'enfant, il a d'abord besoin de sécurité avant qu'on puisse se préoccuper de satisfaire n'importe quel autre besoin. Et ça, c'est largement méconnu, malheureusement, en justice. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Moi, il y en a un que je cite souvent parce que je ne l'ai toujours pas digéré, en fait. Une expertise judiciaire à Rennes où l'expert judiciaire indique dans son rapport d'expertise, elle affirme que l'enfant ment. Déjà, c'est un terme un peu inhabituel dans un rapport d'expertise. Elle indique que l'enfant ment. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dénonce les faits, ses yeux se tournent vers la droite, alors que lorsqu'on fait appel à ses souvenirs, les yeux doivent s'orienter vers la gauche. Je mets fin au suspense immédiatement, ça n'a absolument aucun fondement scientifique. N'importe qui un peu respectueux de ce qu'on sait au niveau scientifique vous dira que c'est absolument absurde. Mais ça figure sur le rapport d'expertise et ça permet à l'experte d'affirmer que l'enfant ment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite dans la procédure devant le juge d'affaires familiales. Donc c'est non seulement là, en l'occurrence, d'une incompétence gravissime, mais c'est aussi une nouvelle maltraitance faite à enfant. On pourrait multiplier les exemples. Là, je vais citer des exemples personnels, mais dans l'affaire Doutreau, sur lequel on pourrait revenir très longuement, lorsque vous avez un avocat général à la cour d'assises qui est capable de dire à un enfant de 8 ans de ridiculiser sa parole en lui disant mais est-ce que tu n'as pas été aussi violé par un martien? Ça, c'est un acte de maltraitance venant d'un magistrat qui est censé pourtant préserver les intérêts de la société et, comme on l'a dit tout à l'heure, protéger les plus vulnérables. Alors, on pourrait multiplier des exemples. Je suis sûr qu'en visio ou dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui pourraient également raconter certains exemples de ce type de réaction. Donc, la justice peut être d'une violence effectivement assez inouïe envers les victimes, mais l'intérêt de cette journée, c'est de voir ensemble comment notre système judiciaire permet
ce type de violence. Il y a des dysfonctionnements, on va en parler dans la journée, qui interviennent un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de notre droit. Et moi, je suis personnellement persuadé que lorsqu'on parle d'impunité des violences sur enfants, on en parle souvent comme quelque chose qui serait une sorte de fatalité. Mais c'est pas une fatalité. Le- L'impunité des violences sur enfants, elle ne tombe pas du ciel. Elle vient du fait que notre système juridique et judiciaire est inadapté. Et quand on est un peu, quand on examine ça avec un peu de recul, alors c'est clair que c'est plus compliqué pour un responsable politique qui est obligé de défendre son bilan. Mais quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'il y a un tas de lacunes dans notre droit qui entraînent cette quasi-impunité des violences. Et il suffit de voir le rapport de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur enfants. Il y a quand même 82 préconisations. Il y en a peut-être trois ou quatre qui ont été effectivement mises en œuvre. Mais pourquoi il y a autant de préconisations? Parce que notre système est défaillant et qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. Et cette remise en question, elle est indispensable. Il y a également des problèmes purement matériels, hein, liés aux moyens dérisoires qui sont alloués à la justice, hein. Il faut être clair et on y reviendra aussi au cours de la journée, mais il faut avoir conscience qu'en justice, on gère la pénurie. Enfin, je veux dire, on a systématiquement des audiences avec des greffiers qui sont pas là, qui sont pas là au moment où la décision est rendue, ce qui rend des décisions totalement illégales. Et on voit des fois des magistrats qui le mettent dans leurs décisions, qui mettent bah, je rends ma décision sans greffier. C'est illégal, mais bah, j'ai pas le choix parce que j'en ai pas. Donc on passe notre temps à gérer la pénurie avec des délais, on va y revenir, qui sont absolument inacceptables pour ce type de procédure. Et puis, voilà, après ce tableau qui n'est pas forcément très reluisant, on va essayer de réfléchir aux pistes possibles pour améliorer cette situation et pour réformer notre système de protection de l'enfance et que ce soit un système digne de ce nom. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Vanessa Sam, qui est psychologue et membre du pôle psychologie de CDP Enfance, qui va illustrer avec des situations parfois assez dramatiques euh, la- la- le quotidien de ces victimes.